Mon petit, bonsoir. Je vais super bien, je suis dans le bendo. Aujourd'hui, nous continuons ce tutoriel où nous allons implémenter Vulkan Memory Allocator puisque nous en aurons besoin pour plus tard. Peut-être il faut que j'explique ce qu'est Vulkan Memory Allocator. On va parler un petit peu de gestion de mémoire dans Vulkan. Alors Vulkan Memory Allocator, c'est une librairie créée par AMD qui nous permet d'optimiser, qui nous facilite la gestion de la mémoire en l'optimisant pour nous. Voilà. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que si Vulkan est aussi verbeux, c'est justement pour que nous puissions faire les optimisations nous-mêmes. Contrairement à OpenGL, en fait, la volonté de Vulkan et sur quoi repose quand même l'essentiel des optimisations qui sont offertes par les nouvelles API graphiques de manière générale, donc DirectX 12, WebGPU, etc., c'est dans la gestion de la mémoire, en fait, surtout. Hein. C'est quelque chose qu'on ne pouvait pas faire avant. C'était enterré sous des tonnes et des tonnes de couches d'abstraction des API plus anciennes. Maintenant, tout ça est exposé, et Vulkan dit plus ou moins « débrouillez-vous ». Voilà, le problème c'est que c'est verbeux, qu'on peut faire pas mal d'erreurs, et que c'est assez compliqué. Du coup, AMD a créé Vulkan Memory Allocator, qui est une bibliothèque qui va faire ça pour nous, en fait. C'est qui va rendre déjà l'allocation mémoire beaucoup moins verbeuse, et qui va également faire des petites optimisations pour nous. Donc, je vais vous expliquer un petit peu les optimisations en fait, qui nous sont offertes par Vulkan Memory Allocator, et ça va me permettre aussi de couvrir comment on optimise notre utilisation de la mémoire. C'est un sujet assez intéressant, et puis c'est un peu le but aussi de ce tutoriel, d'aller un petit peu plus loin que juste comment on utilise l'API, s'il vous plaît. Donc, comme je l'ai déjà expliqué plus tôt, une carte graphique, ça possède de la RAM. En fait, c'est un mini ordinateur dans votre ordinateur. Vous avez une unité de calcul qui va effectuer les calculs, mais vous avez également de la mémoire vive qui est dédiée à cette unité de calcul. En l'occurrence, vous avez sûrement tous déjà entendu parler pour les cartes graphiques de cette mémoire vive, c'est la VRAM. Cette VRAM, il faut bien la gérer. Donc je vais prendre l'exemple de jeux type Minecraft, donc des jeux voxels. On va avoir un chunk. Hop, c'est un petit carré qui va nous prendre un certain espace maximum en termes de taille. Admettons 64, voilà. 64 bits. Je dis n'importe quoi, mais on s'en fout. Donc on a notre chunk numéro 1, on va avoir un chunk numéro 2, 4. Et en fait, quand on va générer notre monde, on va créer à chaque fois un chunk supplémentaire. Donc là, on recrée un chunk, pouf, 64. Donc qu'est-ce qui se passe? En fait, quand on crée classiquement dans une application, quand on va créer un premier chunk, ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va allouer la mémoire sur notre RAM à nous, CPU, donc. Donc là, on va avoir de la RAM classique, ici, donc de 64 bits, où on va avoir nos données qui vont être à l'intérieur. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va également allouer la mémoire côté GPU, donc VRAM, et on va copier nos données. Donc on fait, je vais abrévier comme ça, on fait une copie de nos données dans la VRAM. Et on va faire ça en fait à chaque fois qu'on alloue un chunk. Ouf, on fait la même chose, on alloue notre bloc mémoire, hop, on fait une copie, etc., etc. Donc à chaque fois qu'on crée un chunk, on va allouer de la mémoire dans notre RAM, on va ensuite copier on va également allouer de la mémoire dans la VRAM, on va copier notre RAM dans la VRAM, et on va faire... voilà, donc on va faire cette opération de multiples fois. Le problème, c'est que tout ça, c'est coûteux. Alors déjà, l'allocation mémoire tout court, c'est coûteux. Donc juste faire cette opération-là d'allocation, c'est coûteux, ça c'est coûteux. La copie, c'est également coûteux. Pourquoi? Parce que si on fait une copie, ça nécessite quoi? Ça nécessite la synchronisation entre le CPU et le GPU. Et tout le problème des applications graphiques, notamment des jeux par exemple, c'est qu'on veut limiter un maximum la synchronisation entre le CPU et le GPU. On veut que le GPU tourne seul. C'est-à-dire que l'optimal, c'est qu'en fait, on va allouer
toutes les ressources nécessaires au GPU, on va tout lui envoyer en un seul bloc, et ensuite on laisse la carte graphique faire. Et comme ça, notre CPU, lui, il est libre pour faire d'autres calculs, et le GPU, lui, peut rendre à notre écran ce qu'on a besoin d'afficher sans avoir à attendre que le CPU lui file des informations. Donc cette synchronisation qui existe entre la RAM et la VRAM, ça, on veut la limiter à un maximum. Et donc pour ce faire, pour limiter ces deux choses, au lieu de procéder à une allocation par chunk, ce qu'on va faire, c'est que on va se dire, ok, on rend un terrain qui fait, admettons, 16 par 16. Donc ça, c'est la visibilité de notre joueur. Plutôt qu'allouer à chaque fois de la mémoire pour chaque chunk, à chaque fois qu'on va en générer un, comme le terrain du joueur, enfin le terrain visible du joueur est de 16 chunks par 16 chunks, et ben ce qu'on va faire, c'est qu'on va allouer un bloc mémoire tout entier pour tous les chunks qui sont visibles, parce que de toute manière, on sait que ces chunks vont être visibles, vont être rendus. Donc autant les allouer directement, dès qu'on peut. 16 par 16, ça fait 256. Donc on a 256, on a 256 chunks. On va multiplier par 64 bits et ça nous donne 16 384. Voilà. Donc ça fait à peu près 16 kilobits. Voilà. Ça fait environ ça, 16 kilobits. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va allouer directement dans la VRAM un grand bloc mémoire de 16 kilobits. Et pour chaque chunk, en fait, tout ce qu'on a à faire, c'est avoir dans la RAM nos 64 bits par chunk et la copier dans la région mémoire qui nous intéresse. Donc c'est-à-dire, par exemple, ici. Hop, on va la copier ici. Donc là, on fait une copie. Et du coup, qu'est-ce que ça fait ? Bah, ça fait qu'en fait, on économise sur la création de la RAM, en fait. Cette opération-là, elle est réalisée une seule fois, et plus pour chaque chunk. Et du coup, bah, dès qu'on détruit un chunk, on libère, par exemple, donc on va faire ça plusieurs fois, donc on va avoir plusieurs régions mémoire, et dès qu'un chunk va être détruit, et du coup, on va en créer un nouveau ici, ce qu'on fait, c'est que ici, hop, c'est libéré, et c'est remplacé par un nouveau chunk qui va se mettre ici. Ça, c'est l'optimisation qu'on va réaliser plus tard pour pouvoir économiser sur la création de nos régions mémoire. Et je peux vous garantir que ça fait une vraie différence en termes de performance. Et donc, Vulkan Memory Allocator, je reviens un petit peu à notre problématique, à notre sujet d'origine. Vulkan Memory Allocator va faire exactement ça. Déjà, il va déterminer le type de mémoire qu'on a besoin. Vous doutez bien qu'en fonction de l'opération que vous voulez réaliser avec votre mémoire, ça va pas être... Par exemple, dans le cas du GPU Driven Rendering, cette mémoire-là qu'on alloue, ça va être du GPU only. Voilà. C'est de la VRAM, c'est GPU only. Dans Vulkan, on appelle ça du device memory. Pour cette RAM-là, ou cette RAM-là qu'on va envoyer du coup qu'on va copier dans le GPU, dans la VRAM, et bien ça va être plutôt de type CPU to GPU. Donc ça va être une mémoire dédiée en fait à la copie, tout simplement. Et donc Vulkan Memory Allocator va déterminer quel est le meilleur type de mémoire qu'il faut allouer en fonction des cas d'usage qu'on va lui fournir. Et en plus de ça, hop, est-ce que je peux déplacer ? Oui. Et en plus de ça, donc Vulkan Memory Allocator, hop. Et en plus de ça, Vulkan Memory Allocator, ce qu'il va faire, c'est qu'il va également, au lieu d'allouer, en fait, par exemple, je sais pas, on a besoin de 36 kilobits de mémoire, ben, Vulkan Memory Allocator, il va allouer directement un bloc de 256 kilobits, et donc notre morceau de mémoire, il va, hop, l'insérer dans cette région, exactement comme je vous l'ai expliqué avant, et il va gérer, en fait, ce bloc de 256 kilobits mémoire. Alors je dis 256 kilobits mémoire, mais ça peut être d'autres, hein, ça peut être 512, ça peut être peu importe. Le principe est là. Et donc il va gérer par exemple, donc voilà, il va allouer une première région, il va allouer une deuxième région qui va être plus petite, une troisième région qui va être plus grande. Et par exemple, la deuxième région est détruite, hop, on a une nouvelle information qui doit être insérée, la VMA va le prendre, et bim, il va dire, ok, il y a de la place ici, on va le mettre ici. Il va également gérer, par exemple, la fragmentation de la mémoire.
ça c'est un autre problème que j'ai pas expliqué juste avant, mais le souci aussi de ça, c'est que vous pouvez vous retrouver avec par exemple une région 1 qui va être là, ça va être une région qui va être vide. Vous avez la région 3 qui va être allouée, et là la région 4 qui va être vide. Le problème, c'est par exemple si on veut allouer un bloc mémoire qui fait à peu près cette taille. Il n'y a pas la place en fait, on peut pas l'allouer ici, on peut pas l'allouer là. C'est ce qu'on appelle la fragmentation de la mémoire. Si vous vous rappelez, sur nos chers disques durs HDD avant qu'on ait des SSD, on faisait régulièrement, pour ceux en tout cas qui s'intéressaient au sujet, de la défragmentation. Bah, en fait, c'est ce phénomène qui arrive quand on supprime des données, on en rajoute, etc. On va créer en fait des zones de vide et on va fragmenter la mémoire. Ce qui est un problème justement quand on cherche à allouer, et ce qui est aussi un problème à la lecture. Hein. Du coup, ça fait que par exemple, si on veut lire la zone 3, il faut parcourir plus de distance, entre guillemets. Bon, ça c'est surtout vrai sur les HDD. Il faut parcourir plus de distance pour atteindre la zone 3 que si les deux étaient collés. Du coup, VMA va, hop, coller la zone 1 à la zone 3, comme ça, et il va faire une grosse région avec ce qui reste de vide. Donc il va défragmenter la mémoire, et du coup ça veut dire que notre mémoire, on peut l'insérer ici. Voilà, ça résume un petit peu à quoi sert Vulkan Memory Allocator, qui est un outil très puissant, parce que ces opérations-là, du coup, on n'aura pas besoin de les faire nous-mêmes. C'est quand même intéressant de savoir comment ça fonctionne, à quoi ça sert, parce que ça a d'autres applications, notamment si vous n'utilisez pas Vulkan, hein, tout simplement, et que, je sais pas, vous faites un autre programme, vous faites un système d'exploitation, vous faites un système de cache, vous faites, je sais pas. Peu importe, dès que vous gérez des données, c'est quand même bien de savoir ça, ça vous permettra d'optimiser un petit peu vos opérations, ce qui ne ferait pas de mal, parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que plus aucun programmeur ne sait comment gérer correctement la mémoire. Les performances de nos applications sont catastrophiques. Bon, en même temps, je suis en train de dire ça, on est en train de parler d'optimisation mémoire ultra pointue, alors que 80% des nouvelles applications bureau qui sont réalisées avec soit Electron, soit d'autres wrappers immondes qui bouffent de la RAM à plus savoir quoi en faire. Et là, les vrais boomers, ils vont te dire, vous êtes des fainéants, vous ne voulez plus bosser. Ah, c'est catastrophique. Bref, ça sert à rien de râler outre mesure. Donc, maintenant que cela est dit, on va commencer par build.zig, puisque, comme je l'ai dit, Vulkan Memory Allocator est une bibliothèque, et donc, forcément, il faut la rajouter au build. Alors, rien de plus simple, je vous rassure, Vulkan Memory Allocator est déjà téléchargé quand vous avez téléchargé le SDK de Vulkan. Donc, vous l'avez normalement déjà. Tout va bien, pas de panique, messieurs. La première chose que nous allons faire, c'est on va l'insérer juste après Vulkan. On va mettre VMA. Et on va ajouter du coup nos petits fichiers. Nos petits fichiers sources à notre build. Tac. Donc, on va rajouter un fichier C++. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus simple de faire comme ça que de bidouiller avec la machine de build de Zig pour en vrai pas grand chose. Hein. Dans source, vous allez créer un nouveau fichier. Ce nouveau fichier, on va l'appeler vkmem alloc.cpp. Dans ce fichier, vous allez pouvoir rajouter 2 macros et une inclusion. La première macro, ça va être VMA implémentation. Voilà. Et la deuxième macro, qui va être importante, ça va être use STL containers. Voilà. Donc on veut en fait que on veut que la bibliothèque utilise les conteneurs de la librairie standard C++. Et on va rajouter notre petit include, VMA/vk mem
alloc.h. Donc normalement, c'est bon. Donc on peut enregistrer ça. C'est normal si vous avez une petite erreur. Ici, on va faire .file égale... alors, il me semble, si je ne dis pas de bêtises... Oui. Donc .file.b. Paf. Donc on va récupérer le chemin vers notre fichier. Donc ça va être source slash vkmemalloc. On va définir le langage du fichier, donc c'est un .cpp. Vous aurez remarqué, on peut utiliser de l'assembleur, on peut utiliser du C, on peut utiliser de l'objectif C et de l'objectif C++. Waouh! Jamais je ne toucherai ces langages, c'est faux, je le fais pour mon taf. C'est une horreur, voilà, je le dis. Je le dis, c'est une horreur. Et ensuite, on va définir quelques flags de compilation. Sinon, on va avoir des erreurs. Complete NES et -std égale C++17. Donc on veut compiler ça en C++17 et ce flag-là va en fait désactiver les warnings concernant les nuls. Parce que dans la librairie, en gros, ils font quelque chose qui est pas super cool et ça trigger un warning qui est une erreur en fait. En vrai, c'est un warning, mais c'est un warning qui est relevé en tant qu'erreur quand on va compiler. Donc il faut désactiver ce flag. Sinon, la compilation ne passera pas. Du coup, ici, comme on compile du C++, il faut rajouter la librairie standard C++ à notre build. Et normalement, si je ne dis pas de bêtises, si je fais zig.build, ça doit passer nickel. Ça build, c'est nickel. Donc voilà, c'est une réussite. On va pouvoir aller dans le fichier .c. Alors, du coup, dans C-include, on va pouvoir rajouter vma slash vkmemalloc. Donc on rajoute le point h juste ici. Donc maintenant qu'il a ajouté ici, on va pouvoir aller dans Engine. Et on va pouvoir commencer à faire notre petit carabistouille. Donc on va rajouter un objet de type c.vma_allocator. Donc on veut un allocateur mémoire. Voilà. Ici, qu'on va rajouter juste ici, .vma égale... Pour l'instant, on va le mettre un undefined. On va modifier ça après. On va créer une nouvelle fonction fn create vma. On va retourner un void. Et donc, var allocator. Donc, on va créer un petit peu notre objet. Hein. VMA allocator, ça fonctionne exactement de la même manière que Vulkan. C'est bien pour ça. Bah, d'ailleurs, si c'est fourni avec le SDK de Vulkan, c'est pas pour rien. Voilà. Ça fonctionne exactement de la même manière. Ça a été pensé de la même manière. Ça a été conçu de la même manière. Et on va appeler une fonction qui s'appelle VMA create. Create allocator. Voilà. Cette fonction, comme vous pouvez le voir, ça retourne un vk_result, ce qui signifie qu'on peut la copier. On peut aller dans vk, et on va créer une nouvelle fonction, pubfn create pubfn vma create allocator. Oui, merci. Hop, je suis des fois un peu paumé. Hop, qui envoie un void et une erreur en cas d'erreur. Hop, qu'on se résulte, on peut coller notre fonction, on va copier les arguments, on n'oublie pas de rajouter le petit c devant, parce que sinon, pas très content. On dégage les types de notre appel, et on fait un try check result sur le résultat.
Voilà. Du coup, quand on revient ici, on peut faire vk.vma create allocator. On va catch l'erreur. Est-ce qu'on traite l'erreur ici? Oui, on va traiter l'erreur ici. L'erreur, on va la renvoyer. Et donc, on peut log une erreur. Échec de la création de l'allocateur mémoire. Alors, techniquement, cette erreur n'est pas nécessairement une erreur... comment dire, une erreur critique, où en fait votre programme est censé crash, et puis non, voilà, on n'a pas d'allocateur mémoire, c'est terminé, blablabla. Parce que techniquement, tout ce que fait Vulkan Memory Allocator, vous pouvez le faire manuellement. Donc en fait, en vrai, il faudrait faire en sorte que notre VMA allocator puisse être nul, et si notre VMA allocator est nul, eh ben on fait de la gestion mémoire manuelle. Mais flemme, donc on va juste retourner une erreur et on fera crash le programme en disant qu'il y a un souci. On va retourner notre allocator, comme ça. Donc VMA create allocator prend en dernier argument, vous l'avez deviné, l'allocateur. Enfin, il prend l'adresse, hein, bien évidemment. Et en premier argument, il va prendre, alors j'arrive pas à choper le... Voilà. Il va prendre un objet de type VMA allocator create info. Jusqu'ici, je pense que vous ne devriez pas être trop choqués. Hein. J'ai juste oublié de faire ça, parce qu'on veut aussi afficher l'erreur, hein, pour savoir pourquoi ça a échoué. Ce serait pas mal, éventuellement. Donc create allocator info égale, donc on peut coller ça, on met le type comme ça, voilà. Et donc on va avoir plein d'informations à renseigner. Alors je vous rassure, on va pas renseigner toutes ces informations, parce que c'est pas utile, mais déjà il y a une première info qu'on peut renseigner, c'est la version d'API de Vulkan. Bah, renseignons la version d'API Vulkan. En l'occurrence, moi j'utilise la version 1.4, mais après c'est un peu à vous de voir hein, la version que vous utilisez. Ça va permettre en fait à Vulkan Memory Allocator de savoir quelle opération il peut effectuer. Parce que, encore une fois, comme on l'a fait avec les layers, les extensions, etc., l'API évolue avec les versions, logique. Et donc, les opérations de la bibliothèque ne sont pas nécessairement les mêmes, et certaines choses qui étaient possibles avant sont dépréciées, voire vont être retirées dans le futur. Quoi d'autre qui va être important? Le physical device et le device. Évidemment, c'est important. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que le but de Vulkan Memory Allocator, c'est d'allouer de la mémoire. Donc, il faut une référence à notre périphérique, n'est-ce pas? Pour allouer de la mémoire dessus. Donc, physical device, .vk physical device et device, donc notre interface vk device, voilà. On va pouvoir rajouter ça ici, donc physical device, donc une référence à notre périphérique physique, une référence à notre interface pour notre périphérique. Quelque chose de probablement logique aussi, c'est normalement, voilà, il nous demande une instance, donc il veut qu'on lui donne l'instance de Vulkan. Pareil, on a besoin de cette instance pour allouer de la mémoire. Donc il va garder en fait en interne une référence à cette instance afin de pouvoir l'utiliser. Hop, donc instance, on lui donne l'instance, notre instance de Vulkan. Et en dernier lieu, si je ne dis pas de bêtises, il y a le flag aussi qui est important. Flags, oui, c'est ça. Et on veut déclarer un flag un peu particulier. Alors, je vais juste... Alors, c'est VMA allocator create buffer device address. Ok. Alors, à quoi sert ce flag? Alors, c'est assez explicite, mais en même temps, pas tellement, si on ne sait pas ce que c'est. En fait,
Quand on alloue de la mémoire, on a le choix dans Vulkan de pouvoir récupérer l'adresse du bloc mémoire qu'on a alloué ou pas. Et en l'occurrence, là, on va demander à la VMA, à notre allocateur, de nous renvoyer l'adresse mémoire des blocs mémoire qu'il alloue. Parce que ça va nous aider, notamment pour la gestion de la mémoire, parce que, encore une fois, même si Vulkan Memory Allocator fait sa propre optimisation, nous, on va rajouter de l'optimisation par-dessus, mais on va dire à un plus haut niveau, parce qu'on a aussi toute une logique, en fait, de rendu à effectuer. Et donc, cette adresse mémoire va nous être utile, tout simplement. Et je crois que je n'ai rien oublié, normalement. Alors, comme vous voyez, il y a d'autres options, voilà, la taille limite, on peut déclarer des fonctions supplémentaires. C'est le cas aussi dans Vulkan où certaines fonctions, certaines extensions de Vulkan ne sont pas disponibles telles quelles dans le point H. En fait, la définition n'est pas comme ça disponible. Il faut charger les fonctions via des pointeurs de fonctions. Donc ça, on peut le faire ici, comme vous voyez. Donc en gros, c'est pour ajouter des extensions. Un callback à chaque allocation. Donc quand on réalise une allocation, les callbacks qu'on va ajouter, elles vont être appelées. Je vais vous parler de ces blocs mémoire que VMA va allouer pour optimiser. En fait, il va allouer un bloc d'une certaine taille et ensuite, il va remplir ce bloc avec nos différentes allocations. Donc ça lui permet de réaliser une allocation plutôt qu'en faire en fait à chaque fois plusieurs. On peut dire à la VMA quelle est la taille du bloc qu'on veut que VMA alloue. Enfin, en tout cas, celui qu'on préfère. Donc, on a créé notre VMA, blablabla, instance physical device, machin truc. Ça renvoie pas un void, ça renvoie ça. Voilà. Hop, je snipe une petite erreur. Et du coup, ici, on va pouvoir faire un const VMA try. Oui. Try create VMA instance, je sais pas, j'ai bugué. Physical device, donc c'est GPU, et device, c'est device. Donc on fait un try, on fait un rdiffer parce que notre allocateur, il faut le désallouer également. Et du coup, cette fonction, ça va être VMA destroy allocator. Et donc, on va lui passer notre VMA. Ça, on peut le copier ici, dans notre fonction d'init. Le VMA, on rajoute le petit self, parce qu'on récupère l'instance qui est ici, voilà, de notre objet. Je crois que c'est tout, hein. Oui, ça prend juste un allocateur, il n'y a rien d'autre. Voilà, ça ne renvoie pas d'erreur, donc ça c'est bon. Et donc on peut remplacer le undefined par VMA. Et normalement, si je fais zig build run, ça ne fonctionne pas. Pourquoi ? Parce que je suis un abruti. Voilà. Donc, ligne 441, j'ai oublié, oui, de rajouter le create info juste ici. Voilà, et évidemment, ça ne... Quoi ? Ah oui, non, c'est physical device. Oui, pardon. Et ici, il va vouloir récupérer une adresse. Normalement, j'ai corrigé toutes les erreurs. Voilà. Et ben voilà. Notre allocateur mémoire est créé et détruit aussi quand on sort du programme. Mais félicitations, nous avons avancé un petit peu plus dans ce tutoriel. Et cette fois, la prochaine étape, oui, c'est bien la swap chain. Let's go! Donc, prochaine vidéo va être très longue, probablement que je la découperai en plusieurs parties, parce que la création de la swap chain, c'est tout un micmac incroyable. Vous pouvez laisser un like, vous pouvez vous abonner, partager la vidéo, laisser un commentaire s'il y a des choses où je me suis mal exprimé, vous voulez que je réexplique, etc. Il n'y a pas de souci, surtout que la VMA, on va retomber dessus. Ça sera l'occasion pour moi d'un peu plus expliquer ou de mieux expliquer certains concepts. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou soirée, selon à l'heure à laquelle vous codez, probablement le soir, parce que j'ai l'impression que tous les développeurs sont des oiseaux nocturnes. Et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches.